Voilà, le sujet est un peu difficile. J'espère que mon voix va tenir parce que, comme vous l'avez constaté, je suis enrhumé. Donc, je suis un peu inquiet de ce point de vue-là. Alors, dans les stratégies de recherche actuelles, étudier une crise sociale antique se traite assez superficiellement en général. Dans la foulée des chercheurs, notamment anglo-saxons, on voit surtout se développer des recherches de terrain, analyse de pollen, reconstitution de cycles climatiques et autres, pour démontrer qu'à l'origine d'une crise, il y a eu famine et donc destruction de la cohésion sociale avec son cortège de redistribution de la propriété ou d'évolution de la production agricole. Un schéma devenu presque universel que l'on applique aussi bien à la crise athénienne du VIe siècle qu'à celle des Gracques. C'est une approche inspirée par l'exploitation des sciences exactes qui dévalue en réalité le travail historique, sans trop se soucier du détail d'ailleurs. À peine ouvre-t-on l'article ou le livre que l'on devine déjà les conclusions. Ces travaux paraissent si caricaturaux que l'on reste confondu de la naïveté de ceux qui les rédigent autant que de ceux qui les commentent. Et bien entendu, les analyses peuvent rebondir à l'infini. Affirme-t-on que tel agri ou telle culture s'est substituée à telle autre, que pour faire parler de soi, il suffit de prendre le contre-pied. Ce n'est pas de la recherche que tout cela, mais cela permet d'occuper la scène sans devoir apprendre ni pratiquer pendant de longues années les langues dites mortes. Étudier une crise antique est assurément beaucoup plus complexe. La démarche impose d'entrer d'abord dans le système de pensée d'un homme de l'Antiquité, qui n'a rien à voir avec la superficialité de certains chercheurs contemporains. À vrai dire, surtout en recherche, comme je l'ai dit, de succès rapide. Étudier une crise antique implique d'en comprendre les causes, d'en analyser les soubresauts. Une crise n'est en effet jamais ponctuelle. D'en déchiffrer les solutions, d'en découvrir les péripéties par la lecture et la méditation des textes qui en parlent ou en conservent le souvenir. Mais par-dessus tout, il importe d'en saisir la dimension, je dirais, philosophique et religieuse, car toute solution apportée à une crise implique une redéfinition des rapports qui unissent hommes et dieux, dans l'Antiquité en tout cas, une remise en ordre du monde pour assigner une nouvelle place à chaque élément. Il n'est pas si ardu de s'en convaincre. Il suffit de considérer comment, par exemple, les dérèglements de la société romaine impériale, perdus par l'argent et un excessif usage du pouvoir, ont amené les hommes de ce temps à rechercher des solutions à leurs dérives morales et spirituelles dans les messages de salut prodigués par les religions orientales, ce qui a ouvert la voie au triomphe du christianisme, que l'on peut analyser d'abord comme une réponse efficace à la crise des populations de l'Empire, privées d'existence sociale par la montée en puissance des oligarchies et profondément désorientées par l'hiatus qui ne cessait de grandir entre une religion publique incapable de donner une place à l'individu et la bienveillance que l'on attendait des dieux une fois accomplis les devoirs qui leur étaient dus. Le désarroi des masses désœuvrées était réel. À quoi sert-il d'empêcher un citoyen de mourir de faim et d'ennui, on l'entretenait pour éviter la révolution, si on ne lui offre que du pain et du cirque? Le maintenir ainsi dans une fausse prospérité, sans lui assigner une place adéquate et personnelle au sein d'une société équilibrée, est la manière la plus évidente de tuer tout espoir et donc toute concorde. Revenons en arrière. Convaincu que toute étude d'une crise majeure ne peut se limiter à palabrer sur des épiphénomènes et se doit de profiler une approche globale qui intègre les aspects économiques, certes, mais n'oublie pas d'exploiter tout autant les réflexions d'ordre philosophique et religieux que toute crise suscite au sein d'une société dite archaïque, sans négliger non plus de replacer telle crise ponctuelle dans son contexte adéquat. Les bouleversements sociaux sont en effet toujours des lames de fond. Comment un Grec de l'Antiquité repense-t-il en cas de crise sa place dans le monde? Il n'est pas difficile d'en avoir conscience dès lors que les guérisseurs patentés de ces crises, ceux qu'on appelle les législateurs ou les sages, n'ont jamais manqué d'inscrire leur action dans des projections que nous pouvons d'autant plus dire cosmiques
que pour un grec, le cosmos renvoyait à la fois à l'ordre du monde, autant qu'à celui qui doit nécessairement régner au sein des sociétés saines, en vertu de cette dialectique qui lie le macrocosme au microcosme. On sait comment chaque philosophe présocratique a conçu du monde une représentation particulière, en identifiant les éléments constitutifs du cosmos, tantôt à l'eau, à la terre, au feu, à la peiron ou à l'éther. Quel que soit l'élément premier qui sert de fondement à la généralisation, ce ne sont jamais que variations sur le thème unique d'une même évidence. La matière se ramène à quelques éléments premiers, d'où a jailli la diversité, par altération, par confrontation, par opposition. Ce schéma lumineux et intellectuellement très performant peut se décliner de mille façons et s'expérimenter très diversement, d'où la variété des systèmes philosophiques, mais le principe d'analyse est strictement identique dans tous les systèmes. On s'efforce d'identifier de la manière la plus adéquate possible un élément premier duquel a pu jaillir la complexité. Idée simple qui invite à explorer le monde pour en extraire des vérités fondamentales, que seul l'esprit des philosophes ou des sages peut concevoir, dont seul avant eux la méditation avait pu découvrir. Ces travaux-là sont issus donc d'une approche très particulière du réel et s'incrustent dans une expérience quotidienne. Articulés à une pensée élémentaire mais singulière, ils sont aussi incontestablement liés à la mise en place de systèmes politiques nouveaux. Il n'est que de lire la belle prière qu'Aphrodite, dans un fragment d'Échille, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé à temps pour vous le montrer, mais ça fait 6 vers, mais c'est 6 vers fabuleux dans l'histoire de la religion grecque. La belle prière qu'Aphrodite, donc, adresse à Échille aux Danaïdes pour s'en convaincre. On y retrouve dans cette prière les éléments premiers des philosophes, la terre et l'eau, dont l'union paradigmatique produit les nourritures terrestres, mais aussi leur projection en un système social où la femme est assimilée à la terre et l'homme à l'eau. Le tout sanctionné par une paire de dieux éminemment caractéristiques, Zeus et Déméter, dont l'union est expliquée par Aphrodite, sur un mode dramatique qui transforme le discours en action et le rend universel. Cette prière d'Aphrodite est un héritage que la pensée grecque doit aux sages, dont les philosophes et écrivains ont simplement récupéré le discours. Quand on s'efforce d'en comprendre la nature, il importe de ne pas singulariser à l'excès. Les détails peuvent révéler une origine précise, renvoyer à un milieu donné, mais les modalités de la pensée sont identiques et toutes caractéristiques d'une culture que nous devons appeler l'hellénisme. Dès lors, décrire l'action d'un sage contribue à éclairer l'action de tous les sages. Et au-delà des individualités, à pénétrer les modalités de cet âge fascinant qu'est l'époque archaïque, celle des crises et des recommencements, et à apprendre à maîtriser les métaphores, les structures et le langage caractéristique de ce temps de gestation. L'un des protagonistes majeurs de cette tradition est assurément Épiménides, trop peu étudié. J'aurais déjà dû la passer, pardonnez-moi. Trop peu étudié, alors qu'il aide à mettre en perspective aussi bien l'orphisme que le pythagorisme, qui imposaient l'un et l'autre des règles de vie très strictes à leurs disciples, pénétrés tous et tous de mathématiques. Comment cela s'applique-t-il concrètement dans la vie des Grecs à ces moments d'exception que constituent les grandes crises de leur histoire? Essayons donc de voir rapidement, inévitablement, quelles réponses ont été apportées à la crise de l'époque archaïque. Tout commence en réalité avec l'installation des Doriens en Argolide, puis Argos d'abord, à Sparte ensuite, que l'Antiquité a rattaché à une légende limpide, celle du retour des Héraclides, et que nous, modernes, appelons volontiers les invasions doriennes, pour en contester aussitôt l'historicité de manière absurde. Comment en effet expliquer l'implantation du dialecte dorien en Argolide, c'est-à-dire au cœur de l'Empire achéen,
sinon en acceptant comme une donnée historique la réalité des mouvements de population qui ont mené les Doriens du Pinde dans le Péloponnèse. Plutôt que de contester ce qui ne peut l'être, il est plus rentable de prendre la mesure exacte des changements intervenus alors, à l'aube de l'époque géométrique, changements qui rendent compte de la nécessité de recourir à un sage. Si Argos n'avait pas connu de bouleversement fondamental au niveau de la population, si elle avait prolongé les modes de vie hérités de l'époque mycénienne, le besoin d'une aide extérieure n'aurait pas été nécessaire. Comme en d'autres territoires, les coutumes mycéniennes auraient continué de servir de référence à une population concentrée par Dème, autour de ces basileis. C'est l'arrivée des Doriens, quelle qu'en soit l'époque, qui est à l'origine de la plus grave crise qu'ait connue l'Argolide. Le caractère irréversible de cette conquête a nécessairement entraîné non seulement une accaparation des terres par des conquérants, mais aussi une remise en cause fondamentale des modes d'occupation du sol. Les problèmes qui en ont résulté ont dû être multiples. Pour cette époque sans écrit, il ne nous reste qu'à les envisager par la pensée, mais avec un peu de méthode, cela n'est pas si ardu. Concentrons-nous ici sur 3 d'entre eux. Tenons compte d'abord des modes de vie différents. Venus du Pinde, les Doriens sont avant tout des pasteurs qui s'emparent de terres à cultiver, qu'ils ne peuvent pas cultiver eux-mêmes, et qui convertissent donc la population vaincue et conquise en esclaves. Les Pénestes, les Ilotes, ailleurs les Douloïs. Que deviennent-ils eux-mêmes, ces pasteurs ? Leur norme est un mode de vie naturellement communautaire. On ne parcellise pas les montagnes d'où ils viennent. Elles sont le lot commun où paissent les troupeaux l'été, avant qu'on les rassemble l'hiver en de vastes enclos. Comment ces pasteurs peuvent-ils prendre possession collectivement d'un pays dont ils abandonnent la mise en culture aux populations vaincues ? Comment imposer leur système clanique à une société organisée en villages ? Que faire surtout des dieux installés sur ces terres avant eux ? En Argolide, il s'agit beaucoup moins d'Héra, comme on l'a cru longtemps, que de la fameuse triade installée à Lerne et constituée de Déméter, de Dionysos et d'Aphrodite. Dieu qui était là associé à la terre et à sa mise en culture, le blé ou la vigne, mais aussi protecteur et agent des liens matrimoniaux, fondement de tout ordre social. C'est véritablement à ce niveau d'intégration des dieux des pays conquis par les conquérants que se situe l'action d'Épiménides. C'est un réformateur qui guérit de la peste en redéployant d'abord les dieux dans un effort théologique dont on n'a pas pris encore la mesure. Épiménides est d'abord un sage, mais que font-ils ici entendre par là ? Un homme, en fait, épris de justice, et donc avant tout respectueux du dieu de la justice par excellence, à savoir Zeus, celui qui émerge précisément à l'époque archaïque dans le sillage des sages. Les sages nous apparaissent en effet en maîtres de vérité, serviteurs de dikais, une fonction inhérente à tout penseur politique, dès l'œuvre hésiodique. La dikais qui est toujours l'adjuvante du pouvoir de Zeus. Mieux encore, le principe de son action, fondé sur la métis, la garante des Thémistès. Une justice dont la notion s'acquiert par la fréquentation des dieux, toujours en termes de longues retraites, comme celle, par exemple, en laquelle fut plongé, nous dit sa légende, pendant 40 ans, Épiménides. Pour être incontestable, toutefois, Dikais accompagne aussi l'émergence d'une nouvelle pensée qui se construit à partir de Zeus. Dieu jeune, dont l'Iliade, qui remplace la Thébaïde, consacre la prééminence et le rôle nouveau. Autour de lui se structure un nouvel équilibre politique dont les exigences et les primats seront clairement énoncés aussi par Hésiode.
d'Homère ou d'Hésiode, Épiménidès, en réalité, n'est pas éloigné. Cette prééminence de Zeus et la connaissance de la Diké est au cœur de l'œuvre du sage, sans que cette articulation majeure de la pensée archaïque lui soit particulière. Épiménidès, avec d'autres sages, ouvre le chemin d'une longue recherche réellement fondatrice de l'hellénisme et qui aboutit in fine à Platon. De leur enseignement, les premiers bénéficiaires sont les législateurs, au point même que plusieurs sages seront confondus avec eux. Zaleukos, par exemple, mais aussi Solon. Venons donc à la pensée d'Épiménidès et efforçons-nous de cerner plus précisément son héritage. Épiménidès est, de manière caractéristique, l'auteur de nombreuses œuvres, dont le catalogue partiel a été sans surprise transmis par un Argien, Lobon. Au nombre de ces œuvres, on compte une théogonie, une hérogonie, même si le titre ne nous est pas parvenu explicitement, des kresmoi et des katharmoi, des kretika, une constitution de Minos et de Rhadamante. Enfin, un texte en prose sur la naissance des Courètes et des Corybantes. Une œuvre sacrée, de laquelle ne sont pas absents les éléments mystériques. Épiménidès est en effet réputé avoir mené Pythagore dans l'antre idéen, une façon de dire que Pythagore s'inspire directement de son œuvre, et y avoir participé en sa compagnie au mystère qui s'y déroulait. La qualité de Courète qui lui est reconnue l'y associe de même. Épiménidès et Courète ont cette qualité d'ailleurs fils de la Lune, parce qu'il avait vécu symboliquement en compagnie des nymphes. Il reste suffisamment de fragments ou d'allusions à sa théogonie pour qu'on puisse en extraire une vision du cosmos à la fois cohérente et géographiquement marquée. Pour Épiménidès, les éléments premiers sont aër, l'air, et nux, la nuit. Des entités que l'on retrouve comme telles chez les Orphiques. Plus encore depuis la découverte d'ailleurs du papyrus de Dervéni. Même s'il n'y a pas adéquation parfaite entre la théogonie d'Épiménidès et celle au pluriel que l'on attribue aux sectes orphiques. Mais le principe d'analyse, l'esprit qui préside à leur jeunesse sont rigoureusement les mêmes. De ces deux principes, aër et nux, naissent chez Épiménidès Tartare et deux titans, dont la venue au monde le structure, et qui engendrent l'œuf, d'où naîtra la génération suivante. L'œuf, avec un grand O, un élément bien singulier qui apparente à nouveau étroitement Épiménidès et les Orphiques. Les Érinies trouvent naturellement leur place, qui était mentionnée dans la tablette que nous a montré Charles. Les Érinies trouvent naturellement leur place dans l'œuvre d'Épiménidès parce qu'elles sont filles de la nuit et en même temps se meuvent à travers l'air, aérophoïtides. La nuit primordiale est aussi métaphoriquement celle de la grotte où Épiménidès a été initié à ces mystères du cosmos inspirés par les dieux. Épiménidès est dit crétois ou péloponnésien. Il n'y a aucune raison d'opposer l'un à l'autre. Je vais essayer de vous en convaincre. Tout ce que nous savons de lui renvoie en effet d'abord et surtout à la Crète. C'est parce qu'il est crétois qu'Épiménidès est Courète et adepte du Zeus crétois de l'Ida, élevé par les Courètes. C'est aussi pour la même raison qu'à côté de Zeus, l'autre divinité de prédilection d'Épiménidès est Aphrodite olympienne, l'amante d'Adonis, que l'on a souvent négligé d'intégrer à la fresque épiménidéenne et de laquelle est proche, bien sûr, Ariane, vénérée en Crète. C'est donc en Crète, une Crète symbolique, plus que réelle, qu'il nous faut logiquement rechercher l'inspiration et les prémices du système religieux et politique qu'Épiménidès transmet à ceux qui sont les destinataires de son enseignement. De cette Crète-là, l'Argolide et le Péloponnèse paraissent toutefois être très proches, au point que si la première patrie d'Épiménide, celle où il devint sage, au point que si la Crète est la première patrie d'Épiménide, l'Argolide est incontestablement la seconde.
celle qui tira la première profit de son expérience crétoise, autrement dit, au service de laquelle il déploya ses dons de prophète et de sage. D'où les très nombreuses réminiscences péloponnésiennes dans ce qui lui est resté attaché. J'en évoque quelques-unes ici, je vais aller, si vous me permettez, relativement vite, pour gagner un peu de temps. Épiménidès, en effet, par exemple, racontait à sa manière l'histoire du lion de Némée, qu'il disait issu de la Lune, en réalité d'un œuf lunaire, et abandonné sur le mont Apessas, que l'on appelait Sélénaïon, le mont de la Lune. On relève aussi, par exemple, je passerai sur Echidna et les autres, mais pour revenir tout de suite, si vous voulez, à une caractéristique tout à fait intéressante, on relève en effet aussi un intérêt manifeste d'Épiménide pour l'Arcadie, notamment pour la naissance d'Arcas et du dieu Pan. Le volet arcadien d'Épiménidès est d'autant plus significatif qu'on faisait aussi, dans les légendes grecques, naître Zeus sur le mont Lycée, qui un temps s'est appelé Olympe, et où se trouvait un lieu appelé Crétéia, précisément celui de la naissance arcadienne de Zeus, tout simplement comme si l'on avait transporté l'Ida de Crète en Arcadie, ou recréé en Arcadie une Ida rituelle. Dès lors que les notices recueillies sur l'œuvre et la vie d'Épiménidès renvoient systématiquement à des spécificités crétoises, mais actualisées au niveau péloponnésien, nous sommes évidemment invités à scruter l'univers des cités péloponnésiennes en priorité pour y retrouver d'autres échos de la théogonie, des enseignements ou de l'action d'Épiménide. Et on n'a pas de peine, effectivement, à glaner ces souvenirs. Surtout à Sparte et à Argos, précisément dans les deux grandes cités doriennes du Péloponnèse. Alors ici aussi, j'irai relativement vite, on pourra développer éventuellement ça pour le texte, mais sans surprise, Sparte et Argos prétendaient conserver la dépouille d'Épiménidès. Un aspect supplémentaire de la rivalité, entre guillemets, qui les opposait comme chef-lieu des Doriens. Deux passages de Pausanias relaient les aspirations spartiates, un autre installe résolument le Crétois à Argos. Je vais abréger. Alors, la certitude qu'on peut tirer, la certitude qui se dégage dès lors que l'on rassemble les souvenirs liés à Épiménide, aussi bien à Argos qu'à Sparte, et croyez-moi, ils sont nombreux, et bien plus nombreux qu'on ne le pense, la certitude, cet ensemble de souvenirs nous donne la certitude de devoir étudier globalement la société et la religion de Sparte et d'Argos, en prenant par-dessus tout bien soin de ne pas opposer ces deux cités jumelles. C'est ainsi notamment que de part et d'autre, nous retrouvons dans tout l'espace public d'Argos comme dans tout l'espace public de Sparte, nous retrouvons, si vous voulez, systématiquement éparpillés les souvenirs d'une seule et même famille héroïque et légendaire. Tout l'horizon est en effet construit sur une famille argienne qui a construite autour du personnage de Persée, mais plus encore, à mon avis, ce personnage-là est plus important encore que Persée, le personnage de Gorgophanè. Et dès lors, les correspondances que l'on observe par ailleurs au niveau des divinités entre Sparte et Argos n'en deviennent bien sûr que plus significatives. Ce sont sans surprise celles qui trouvent directement ou indirectement écho dans l'œuvre d'Épiménidès, et cela de façon systématique. Zeus et Aphrodite, Hélène et les Dioscures, tous trois issus de l'œuf de Léda, mais aussi Illytie et Déméter rectonienne. Alors, ils sont éparpillés aussi bien à Argos qu'à Sparte. Alors, malheureusement, je vois que le temps passe, donc je vais aller relativement vite. Je n'évoquerai pas ici Aphrodite olympienne, qu'il faut donc, je l'ai déjà dit, rapprocher surtout d'Adonis. C'est peut-être l'occasion de signaler que l'un des plus anciens tessons qui met en scène précisément Adonis a été retrouvé à Argos. En général, on ignore. Ou quand on parle, j'ai vérifié par exemple dans le Limk, comment l'article de Brigitte Soyer, c'est le seul morceau qui représente Adonis qu'elle a oublié dans son catalogue.
Alors, mais Zeus est particulièrement important de part et d'autre, et c'est lui véritablement le dieu central. Hein. Mais alors, d'autres personnages sont plus intéressants, comme le lien qui s'établit de part et d'autre entre Ariane et Dionysos. Le Dionysos, en effet, amant d'Ariane, ne peut être qu'un dieu qui anime des cœurs, ce qu'il est effectivement à Argos, comme le révèle la tombe d'une de ses suivantes, la Ménade Choréa, qui se dressait sans surprise juste à côté de l'orchestra argienne. Deux autres éléments tout aussi intéressants sont ceux qui relient Dionysos et Ariane, bien sûr, à la Crète, hein, et notamment qui les associent à des grottes et à des chèvres. Inutile de rappeler à ce propos, bien sûr, le rôle tenu par Amalthée auprès de Zeus enfant, caché dans une grotte. Un écho de cette bienfaisance des chèvres, on la retrouve à Argos, où l'on se souvenait, dans une version réaménagée après l'introduction de la légende troyenne, d'une sollicitude particulière avec laquelle Dionysos aurait envoyé un troupeau de chèvres aux Argiens qui revenaient de Troie, pour les empêcher de mourir de faim. Ce surprenant épisode s'éclaire en réalité à la lumière du lien qui relie l'enfance du Zeus crétois aux chèvres et à Dionysos. Le détail est d'autant plus intéressant à relever que le Dionysos argien est clairement, sans la moindre ambiguïté, identifié à Argos comme un Dionysos crétois, et cela encore à l'époque impériale. Et c'est dans le sanctuaire de ce Dionysos dit crétois que les Argiens prétendent avoir enseveli Ariane, dont ils auraient retrouvé le sarcophage. On en vient encore à une singularité bien plus remarquable de l'univers épiménidéen. C'est la présence à Sparte, dans le sanctuaire des Leucipides, de l'œuf de Léda qui était suspendu dans le temple. Cet œuf, issu des amours de Zeus métamorphosés en cygne, et qui est si important dans les fondations doriennes, d'Argos et de Sparte et dans leurs colonies, puisque c'est de cet œuf que jailliront Hélène et les Dioscures, comme je l'ai déjà dit, qui sont incontestablement les éléments les plus marquants des espaces politico-religieux de Sparte et d'Argos. Alors, une dernière divinité particulièrement importante, si vous me permettez, j'ai encore un peu de temps, oui, c'est Illiti. Illiti est omniprésente à époque ancienne dans le Péloponnèse. Elle est solidement installée à Argos comme à Sparte, et elle est par excellence une déesse que l'on peut dire crétoise, elle aussi. On ne pouvait l'abstraire de Sparte ou d'Argos sans dénaturer profondément les lieux. Alors, Illiti, je vous rappelle, c'est la déesse qui en réalité a donné son nom de laquelle provient plus exactement l'adjectif Éleusinia qui a été accordé à Déméter. Déméter est en réalité, Déméter vénérée à Éleusis est en réalité une métamorphose d'Illiti. Illiti, Ailitia, Éleusinia. Alors, voilà pour évoquer, vous ne pouvez pas manquer de le faire évidemment, sur ce site qui m'est cher entre tous, l'Agora d'Argos, qui est un immense sanctuaire de Zeus, en réalité, construit tout entier, conformément, si vous voulez, au précepte d'Épiménide. Voici la maquette, voici les lieux. Ceci pour vous montrer que tout ça a été très très bien aménagé. Alors, on va passer d'Argos à Athènes, ça va vous surprendre probablement. Laissez-moi encore quelques minutes, enfin non, même pas, 2-3 minutes. Parce que si j'ai systématiquement évoqué Épiménide à Sparte et Argos, c'est tout simplement parce qu'à Sparte et Argos, le souvenir d'Épiménide est éclatant. Mais il ne l'est pas moins à Athènes. À Athènes, où précisément, on rappelait qu'Épiménide avait rencontré Solon, et Platon lui-même faisait encore venir Épiménide à Athènes au moment des guerres médiques. Alors, que pouvons-nous tirer de cela ? La référence ou le lien que l'on établit entre Épiménide et Solon est particulièrement intéressant dès lors que l'on parvient à comprendre le lien réel ou métaphorique qui relie le législateur athénien au sage crétois. C'est d'ailleurs ce lien qui fait de Solon lui-même un sage. C'est parce que Solon s'inspirait et de l'œuvre écrite, il doit y avoir, à mon avis,
plusieurs vers de Solon, dans ce que nous avons conservé de son œuvre, en tout cas dans ce qui lui est attribué, plusieurs vers de Solon qui, à mon sens, doivent provenir d'Épiménide, ou qui sont d'anciens vers attribués à Épiménide. Et c'est donc ce lien entre la pensée de Solon d'un côté et ce que Épiménide avait réalisé à Argos et à Sparte que les biographes de Solon ont évidemment, sur lesquels les biographes de Solon ont évidemment beaucoup insisté. Et c'est cela qui est à l'origine de cette rencontre mythique, symbolique, entre Solon et Épiménides. Cette manière archaïque de réécrire l'histoire ne doit pas évidemment nous abuser, d'autant moins que Platon fera lui aussi venir Épiménides à Athènes. Autant dire que les séjours athéniens d'Épiménides varient au gré des besoins et ne relèvent pas d'une authentique biographie, mais qu'ils soulignent la dette contractée par les Athéniens dans leur lente redéfinition des rapports sociaux pour faire sortir Athènes de la crise qui commence avec Cylon. Et le lien entre Épiménide et Solon assure que l'enseignement d'Épiménide, le seul capable de chasser la peste des cités, c'est-à-dire de mettre un terme aux guerres qui les agitent, aux guerres internes, aux guerres civiles, et résoudre donc les discordes qui les secouaient, eh bien, comment donc que ce lien culminait en l'instauration d'un régime politique parallèle à l'installation de nouveaux dieux. Alors, où se trouvent, si vous voulez, les dieux d'Athènes, sacralisés en quelque sorte par Épiménide, ou, si vous voulez, reconstruits autour de la pensée d'Épiménide? Il était jusqu'à présent strictement impossible de les repérer, jusqu'à ce qu'une découverte récente oblige à redéployer entièrement notre analyse de la topographie et donc du paysage religieux d'Athènes. Alors, c'est la découverte du nouvel Aglorion à l'est de l'acropole. On le situait précédemment au nord-ouest. La redécouverte de l'Aglorion, donc rendue certaine, donc l'identification est certaine du fait d'une inscription trouvée in situ, donc nous oblige à placer le Prytanéon, dont Pausanias nous parle encore à l'époque impériale, et tout ce qui tourne autour du Prytanéon, à le replacer à l'est de l'acropole et à ne pas confondre ce Prytané avec le Prytané de l'agora classique. Nous sommes ici avec ce Prytanéon ancien, qu'on n'a jamais détruit et qui a survécu jusqu'à l'époque impériale. Nous sommes évidemment avec ce Prytané ancien renvoyé à une époque antérieure, à celle de l'agora classique. Et ce Prytané, on en comprend d'autant mieux, si vous voulez, la fonction, qu'il suffit de le relier à la fameuse porte d'Adrien. Si vous la connaissez tous, je ne dois pas vous la montrer. Si vous allez à Athènes et vous lisez les inscriptions sur la porte d'Adrien, vous voyez effectivement que du côté extérieur, l'arche d'Adrien nous apprend que c'est la nouvelle cité d'Athènes, celle d'Adrien, mais que du côté intérieur, c'est la cité de Thésée. C'est ainsi donc que l'on qualifiait la cité installée à l'est de l'acropole, encore à l'époque impériale. On avait donc conservé le souvenir d'un lien étroit qui unissait cette partie de la cité à Thésée, à Ariane, à Dionysos. Vous pouvez évidemment remonter le temps, et c'est évidemment dans ce secteur-là que vous trouvez tous les dieux que j'ai évoqués, si vous voulez, dans l'exposé que je vous ai montré. Alors nous sommes là tout au début d'une nouvelle analyse de la topographie religieuse d'Athènes, l'intérêt évidemment de la mener jusqu'à son terme, et il y a bien des choses à faire et bien du travail, si vous voulez, en perspective. L'intérêt de la mener à son terme est évidemment de remettre cela en perspective avec le personnage d'Épiménides, de le mettre en perspective avec le personnage de Solon, et bien évidemment, de ne pas oublier d'établir la bonne comparaison qui s'impose avec les grandes cités du Péloponnèse, Sparte, Argos et l'Athènes de Solon, l'Athènes du Prytané archaïque. Ce sont évidemment, de manière décisive et définitive, les trois grands modèles de la cité grecque, qui se sont désormais, si vous voulez, installés dans le sillage direct de la pensée d'Épiménide, qui a été, me semble-t-il, tout de même, l'une des meilleures réponses qu'on ait jamais apportées à une crise profonde. Voilà, je vous remercie de votre attention.